Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. La confiance s'effrite à travers une étude passionnante et on va en parler. Il nous dévoile cette étude, François Vigne, il est le président de la commission communication justement chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il sera notre invité. Le grand entretien aujourd'hui dans le débat de Smart Job, on va parler d'Amazon, Amazon Store. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est sa marque employeur? Quelle est sa manière ou sa technique pour recruter et engager ses collaborateurs? On en parlera avec Catherine Chilansky, DRH d'Amazon Store. Elle est notre invitée. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, la qualité de vie au travail. Les femmes sont plus exigeantes que les hommes. Oui, on en parlera avec Élise Henriet, elle est manager Pôle People et transformation chez Parella à travers une étude passionnante pour terminer notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job.
bien dans son job pour parler des entrepreneurs, des dirigeants et le regard qu'ils portent sur l'avenir, parce que c'est ça évidemment le fond de cette étude. François Vigne, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes régulièrement venu sur notre plateau et là vous avez sous le bras cette étude passionnante. Président de la commission communication au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors c'est plus un baromètre, il faut le préciser, c'est une étude. C'est quoi l'esprit? C'est de sonder les cœurs parmi votre réseau pour voir le niveau de confiance, d'engagement des dirigeants? Alors c'est l'un des premiers objectifs, elle a deux objectifs cette enquête annuelle. D'une part en effet de sonder les cœurs et de voir également comment évoluent finalement, comment évoluent je dirais nos dirigeants. Et le deuxième objectif, on essaye je dirais d'avoir chaque année un thème différent, notamment à l'occasion de nos assises. Et on avait nos assises nationales récemment à Bordeaux et cette année c'était sur le thème de réenchantons le travail. Et donc c'est également l'occasion je dirais d'approfondir un thème particulier. Alors des entrepreneurs au profil différent et réexaminons et analysons cela en sortant de Pâques, parce que c'est très intéressant, l'importance de la foi dans son travail. Ce sujet-là a été traité et il est traité dans l'étude. Et c'est très intéressant de voir la manière dont les entrepreneurs interrogés sont traversés par cette foi et comment elle les aide à grandir et à faire grandir les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, la très grande majorité de nos membres et de nos répondants donc, ont affirmé que la foi jouait un rôle important dans leur façon de gérer leur entreprise. Alors d'abord, c'est un rapport au travail. Vous avez pu voir que 97% de nos membres sont passionnés par en tout cas, aiment beaucoup leur travail. Et plus des 2/3 sont même passionnés par leur travail, ce qui est intéressant, je dirais, dans cette époque. Et après, c'est vrai qu'ils souhaitent aujourd'hui, ils se disent eux-mêmes animés par la foi chrétienne, je dirais, dans leur conduite de l'entreprise. Et ils essaient également de mettre en œuvre ce que nous appelons nous la pensée sociale chrétienne, qui sont finalement quelques grands principes qui ont été définis au cours des générations qui nous ont précédés. 19e, début 20e. Début 20e, et aujourd'hui encore, parce que la pensée sociale chrétienne, c'est quelque chose qu'on fait évoluer au quotidien, qu'on enrichit au quotidien. Et aujourd'hui, c'est à la fois pour eux un élément qui, je dirais, qui guide leur action, et également, et là encore, et également, ils disent eux-mêmes quelques techniques de management. Donc ça a ce double rôle. 84% disent qu'elle est un outil, cette fois, exactement, efficace en management. C'est 13 points de plus qu'en 2018. Tout à fait. Ça, c'est un signe indiqué. Alors, c'est un signal et également, c'est une fierté. Pourquoi je dis que c'est une fierté? Parce que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, mais encore plus depuis 5 ans, on essaie véritablement de proposer des parcours de formation à nos membres, de les former encore plus, de façon à leur permettre de progresser, puisque nous croyons vraiment aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens que la formation est un outil très important de formation de l'homme. C'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour les dirigeants aussi. Et finalement, on voit cette évolution, et alors même que nous avons accentué les formations à la matière. Donc notre fierté, c'est qu'il semble que nos formations portent du fruit. Donc ça, c'est des moments de fierté. Et après, plus globalement, on est évidemment très content que cette foi les guide. François Vigne, j'ai noté cette phrase. Pour certains, la cohérence entre leur foi et leur vie professionnelle est plus difficile. Par rapport à certains métiers, c'est intéressant qu'on le sculpte, celui-ci dit « je suis un peu bipolaire ». Difficulté d'assumer ma foi, ma relation aux autres, clients, partenaires, dans la matière que je traite, sujet financier. Alors, je ne vous ai pas présenté, mais peut-être c'est vous qui avez répondu, parce que vous faites de l'asset management et du M&A, c'est-à-dire de la fusion-acquisition. Comment on fait ? Comment on est un dirigeant chrétien lorsqu'on est au contact du monde de la finance ? Alors là encore, je pense que c'est vrai pour la finance, mais c'est vrai pour tous les métiers. On essaye véritablement finalement je pense, de se dire qu'est-ce qu'aurait fait Jésus si c'était à ma place. Alors ça vous paraît très ambitieux, très, très prétentieux. Et on se laisse également, parce que nous croyons aussi à la prière, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On croit également véritablement que l'Esprit Saint peut nous accompagner. Et il m'est arrivé plusieurs fois dans des négociations difficiles. Ça peut être avec des salariés, ça peut être avec des clients, ça peut être avec des contreparties. Je dirais de faire appel à l'Esprit Saint. Non pas pour obtenir le résultat que je voulais, mais pour que l'Esprit Saint me permette d'être, je dirais, de trouver finalement le bon esprit pour que cette discussion, que cette négociation soit fructueuse et pour l'ensemble des parties. C'est pas pour nous-mêmes uniquement, c'est parce qu'on essaye véritablement d'œuvrer ensemble au bien commun et de faire qu'avec l'aide, là encore, de l'Esprit Saint qui est finalement qui vous accompagne, et qui nous accompagne, qui vous porte même, et qui nous permettent également tout à fait de nous porter puisqu'il nous est bien supérieur. Un petit mot, on parle beaucoup de leadership, de formation en leadership, et j'ai le sentiment qu'à travers cette étude, vos dirigeants, par cette foi dont vous parlez d'une manière très, très ouverte, très libre, très humaine, vous aide à être de meilleurs leaders. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Moi, à titre personnel, j'en ai déjà témoigné plusieurs fois auprès de membres de l'EDC. Je ne prétends pas être un bon dirigeant, un bon manager, mais je suis sûr que je suis un bien meilleur dirigeant et manager que si je n'avais pas été aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Depuis que je fais partie du mouvement, j'ai beaucoup progressé. Je m'interroge très régulièrement sur la façon dont je manage l'entreprise, avec justement tous mes pairs. On est aujourd'hui plus de 3700 membres.
membres, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et on se réunit très régulièrement. Ça nous permet, je dirais, de réfléchir à nos pratiques respectives, de les faire progresser ensemble. Je fais par ailleurs, comme je disais, appel à l'Esprit Saint et à Dieu plus généralement dans la gestion, et je suis convaincu que ça nous aide à être meilleurs. Penchez-vous sur cette enquête des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il y a le baromètre et il y a cette enquête, elle est très très riche et elle permet aussi de voir l'état d'esprit du réseau, 3700 membres. Merci François Vigne de nous avoir rendu visite, président de la commission communication des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Le débat de Smart Job, c'est un grand entretien aujourd'hui avec la DRH d'Amazon Store. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors tout le monde connaît la marque Amazon, les recrutements, la marque employeur, la qualité de vie au travail. Ça, c'est un sujet important. On va aborder tous ces sujets avec elle. Elle est notre invitée pour un grand entretien. Le débat de Smart Job et un grand entretien aujourd'hui pour parler d'une marque que tout le monde connaît, Amazon. Et j'accueille Catherine Chilansky. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la DRH d'Amazon Store avec un S, France, Belgique, Luxembourg. D'abord, un petit mot sur votre parcours, parce que vous êtes chez Amazon depuis combien de temps et vous êtes arrivé comment dans cette entreprise? Racontez-moi un peu votre histoire. D'accord. Donc je suis chez Amazon depuis un peu plus d'1 an. J'ai souhaité les rejoindre parce que j'ai trouvé que la proposition qu'ils me faisaient était intéressante. J'ai adoré leur méthode de recrutement, que j'ai trouvée intelligente, professionnelle, et qui m'a permis de réfléchir à mon parcours de façon différente. J'ai aussi aimé les gens que j'ai rencontrés au travers de ces entretiens, parce que je pense en tant que DRH que c'est très important d'avoir un lien en fait avec qui se passe bien avec les gens qui vous recrutent. Donc voilà, et puis j'étais à un moment d'inflexion de ma carrière où je me suis dit que tenter l'aventure était une bonne option. L'aventure. Amazon est connu pour le grand public parce qu'il peut se faire livrer, quel que soit le produit. Tout ça part de centres logistiques et puis le livreur va venir livrer. Amazon Store, c'est pas les entrepôts qu'on essaie de bien définir et c'est pas AWS non plus. Non, tout à fait. Donc Amazon Store, c'est vraiment notre partie vente en ligne. Ça couvre également la partie Prime Vidéo, la partie objets connectés. Donc la partie vente en ligne, c'est vraiment tout ce qu'on voit sur Internet, la façon dont nos clients commandent nos produits. Et en tant que DRH, j'assure également la coordination avec effectivement nos activités logistiques et nos activités web services, c'est-à-dire le cloud que vous mentionniez. AWS, de façon à ce qu'on ait quand même une homogénéité d'expérience pour nos salariés et de pratique. Alors, des DRH quand même qui gèrent la partie entrepôt logistique. Absolument. Où c'est compliqué, c'est difficile d'aller travailler. On va revenir sur la qualité de vie au travail, mais un mot quand même sur le fait que vous êtes le premier créateur net d'emploi. Alors vous n'êtes pas le premier employeur de France, il faut le préciser, mais en création nette d'emploi, vous êtes le premier, ça c'est des données de Trendéo. Ça veut dire quand même qu'il y a une très forte dynamique de recrutement chez Amazon. Alors effectivement, Amazon, à l'heure actuelle, c'est plus de 20 000 salariés en CDI en France. Et effectivement, selon les données de l'Observatoire national pour l'emploi, on est le premier créateur d'emplois en France. Et oui, on a une très belle dynamique de recrutement. Concrètement, aujourd'hui, on a compris, la marketplace et évidemment tout le volet Prime Vidéo, parce qu'on en parlera. Quelle est votre stratégie? Parce qu'on voit qu'il y a une volonté à la fois de créer de la marque employeur, créer de la qualité de vie au travail. Quels sont vos axes? Ça fait 1 an que vous êtes maintenant posé, vous avez une vue globale d'Amazon. Vous dites, je vais appuyer plutôt là, je vais plutôt lever le pied à cet endroit, je vais plutôt accélérer sur ces sujets. C'est quoi les grands sujets là qui sont face à vous? Alors, les grands sujets, c'est clairement de continuer d'être en amélioration perpétuelle de la qualité de notre environnement de travail, parce que c'est très important pour les collaborateurs à l'heure actuelle. On y reviendra certainement, la qualité de leur environnement de travail. Et il y a plusieurs déclinaisons à cette qualité en fonction des populations qu'on a. Et puis également d'être une entreprise vraiment porteuse de développement de compétences et de développement de carrière. Et ça commence au recrutement. Ensuite, ça passe par la formation.
et puis par la mobilité interne. Vous dites 20 000 CDI, c'est le chiffre que vous évoquez, qui fait que vous êtes le premier créateur net. On entre en CDD et on passe en CDI, où votre stratégie, c'est de dire, on vous tend la main, vous avez une période d'essai et vous entrez en CDI chez Amazon. Non, on a clairement une politique d'embauche en CDI. Alors, on peut avoir des emplois saisonniers dans la logistique au moment des pics d'activité, et ça peut se transformer en CDI, et on le souhaite. Mais sinon, on a clairement une politique d'embauche en CDI, et le recrutement est quelque chose de très important chez Amazon. Quand je dis que moi-même, j'ai été séduite par la politique de recrutement, je le pense par vraiment. La technique, à la manière dont on vous a recruté. Absolument. Et on vous a recruté comment d'ailleurs? Il n'y avait pas d'entretien, on a pris un café dans un bar, on a fait une visio. C'était comment? Qu'est-ce qui vous a séduit? Parce que vous avez de l'expérience. Donc oui, tout à fait. J'ai été séduite par le professionnalisme et par l'intelligence et par la transparence. Je pense que c'est très important dans les processus de recrutement d'avoir une communication transparente avec le candidat, de lui expliquer comment et sur quoi il va être évalué. Et ça, vraiment, chez Amazon, c'est quelque chose qui est clé. Et on explique bien à notre candidat que ce qu'on va rechercher chez lui, c'est l'adéquation à notre culture d'entreprise, et je pourrais y revenir, et à son potentiel, en fait. Ce qu'on recherche, c'est un potentiel, parce que ce qu'on souhaite, c'est recruter des gens qui vont évoluer au sein d'Amazon. L'idée, c'est, on a un poste sur 2 chez Amazon qui est couvert en mobilité interne. Donc, on cherche vraiment à ce que les salariés d'aujourd'hui soient nos salariés de demain et qu'ils évoluent. Vous évoquez en creux les soft skills. Vous nous dites, on veut des personnes engagées, en phase avec la culture de l'entreprise. On vous l'a défini, pour la culture de l'entreprise? Quand vous êtes assis, on vous a dit, voilà, Amazon, c'est ça. Absolument. Non, mais dans le cadre du processus de recrutement, on explique aux candidats, et puis après, il y a beaucoup de choses sur notre site Internet, parce que finalement, quand on recrute, c'est une décision importante pour nous, c'est une décision importante aussi pour le candidat, et il doit se préparer. Ça, moi, je suis, en tant que DRH, très attachée au fait que les candidats doivent préparer leur entretien, parce que c'est une partie de leur avenir professionnel qu'ils jouent, donc il faut qu'ils connaissent la société qu'ils vont rejoindre et qu'ils l'apprécient. Donc, effectivement, on a 16 principes de directeurs de travail qu'on appelle leadership principles, qui sont des valeurs d'entreprise et qui sont pleines de bon sens. Par exemple, ce qu'on va rechercher, c'est la curiosité intellectuelle. On va rechercher la capacité à agir, la capacité à innover, la capacité à ne pas être d'accord. La capacité à gagner la confiance. Et ça, il y en a 16 comme ça, mais vous voyez, quand je vous en parle, c'est assez basique finalement. Loin de la France, c'est très anglo-saxon. Quand vous décrivez ces soft skills, on voit vraiment qu'il y a quand même... Vous trouvez ? Je trouve que les Français, peut-être qu'ils avancent aujourd'hui dans certaines entreprises, mais ces sujets-là sont finalement assez anglo-saxons. Je dis anglo-saxon, je ne dis pas qu'américain. C'est une manière différente d'observer sa posture dans l'entreprise. C'est vrai, peut-être que c'est une manière différente. Pour autant, quand vous regardez votre expérience professionnelle, et moi je l'ai fait, plutôt que de regarder mon CV de façon linéaire et de réciter mes différentes postes, etc., et de passer chronologiquement sur... Faire émerger ce qu'on est. On fait émerger ce qu'on est au travers, effectivement, de ces valeurs-là, et se dire, quand est-ce que j'ai fait preuve de capacité à agir ? Quand est-ce que j'ai été curieux et que j'ai développé quelque chose ? Quand est-ce que j'ai gagné la confiance d'une personne avec qui je travaillais, et comment ? Je trouve que c'est assez universel. Je ne trouve pas que ça soit particulièrement anglo-saxon. C'est des outils qui méritent de traverser l'Atlantique. Je ne dis pas que ce sont de mauvais outils, mais je dis qu'aujourd'hui, il y a encore une dizaine d'années, ce n'était pas la culture typique du recrutement en France. C'est vrai. Le CV, le diplôme, et si on n'avait pas le diplôme, on n'y arrivait pas. Il y a un élément intéressant, parce qu'il y a à la fois cette image d'Amazon, comme ça, du grand public, et peut-être même des jeunes. Ils vous challenge, les jeunes, parce que vous recherchez des ingénieurs, vous recherchez des talents, vous recherchez évidemment à ce que les meilleurs viennent chez vous. Est-ce qu'ils viennent vous challenger aussi, cette fameuse génération Z, et qui vous dit non, moi je ne suis pas pour cette entreprise, elle est trop grosse, je cherche plus de l'écologie? On les a sur ce plateau, ces jeunes. Non, mais bien sûr. Après, de la même façon... Une décision de recrutement, c'est aussi pour le... C'est un mariage. Oui, voilà, c'est aussi pour le candidat. Donc, on est prêt à répondre à ces questions. Et ensuite, j'aurais tendance à dire, si ça ne nous convient pas, ça ne nous convient pas. Si ça ne leur convient pas, ça ne leur convient pas. Est-ce qu'on a plus de challenge de la jeune génération ? Pas à ma connaissance.
Après, on peut très bien avoir effectivement des gens qui ne souhaitent pas nous rejoindre ou qui ne se reconnaissent pas dans le processus de recrutement. Un mot sur le télétravail, parce que le télétravail, c'est intéressant. J'ai vu, je voulais le préciser quand même, parce qu'au-delà de l'image parfois, ou même l'image médiatique donnée par les médias de votre entreprise, on voit quand même que, d'après l'étude certifiée Top Employeur, pour la 5e année, 8 salariés sur 10 recommandent Amazon comme entreprise où il fait bon vivre, où on a envie d'aller travailler. Il faut le préciser, ce qui est parfois un peu discordant avec l'image qu'on peut avoir d'Amazon. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'ont fait vos prédécesseurs pour arriver à un chiffre pareil? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 8 salariés chez Amazon qui disent « mais écoutez, moi, je m'y sens bien ». Et je recommande même Amazon à ceux qui n'y sont pas encore. Alors, je pense que déjà, il faut distinguer effectivement notre activité vente en ligne et nos activités logistiques. On a affaire à des populations très différentes. En ce qui concerne nos activités vente en ligne, qui est plutôt une population cadre, on a effectivement une politique de télétravail de 3 jours par semaine au bureau et 2 jours par semaine en télétravail. Où on veut. De chez soi. De chez soi. On a également une politique de 20 jours par an où nos salariés peuvent travailler, comme on le dit, de partout, from anywhere. Donc, ils peuvent décider d'aller travailler, de compléter un week-end. Il y a une connexion Internet, je vais aux Bahamas. Exact. Peut-être pas. Oui, non, mais pourquoi pas à partir. Non, mais à partir du moment. Non, mais je dirais. L'idée, c'est de pouvoir compléter ses vacances ou un long week-end et de travailler, parce que maintenant, à post-Covid, on sait que les gens peuvent télétravailler. Après, nous, en tant qu'employeurs, on a souhaité que nos salariés soient quand même présents au bureau, parce que capacité d'innovation, parce que lien social, parce que développement des collaborateurs juniors, et que ça, on ne peut pas le faire, ou on le fait moins bien en télétravail. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, pour nos salariés cadres. On a également des groupes d'affinités au sein d'Amazon. Donc des groupes d'affinités, c'est quoi? C'est des salariés volontaires qui décident de se mobiliser chez nous pour une cause. Donc on a par exemple un groupe d'affinité des femmes, on l'a pour les familles, on l'a pour la santé mentale. Et tous ces groupes d'affinité et de volontaires proposent des prises de conscience, des prises de parole, des événements qui contribuent en fait à la qualité de vie au travail, parce que il y a quelque chose qui est du fait que les gens ont besoin d'être respectés, reconnus, entendus. Dans leurs différences, on parlera dans leurs différences. De l'inclusion, de la diversité. Ouais. C'est aussi une bataille que mène Amazon et que vous menez. Oui. Là aussi, ça oblige à repenser le recrutement, à travailler différemment, à recruter différemment. Alors, de nouveau, dans le recrutement, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a des panels de recrutement. Donc, en fait, chaque salarié passe entre 4 et 5 entretiens qui représentent un peu un 360, donc avec des gens avec lesquels il va être amené à pour faire le tour. Exactement. Mais on a aussi un entretien avec un tiers externe, c'est-à-dire quelqu'un qui est salarié d'Amazon, qui est formé à la diversité, formé au biais inconscient, et qui va en fait avoir une vision, un regard distant sur le recrutement, et qui, lors du débrief entre les différents panélistes, va venir challenger les approches. Et ce qui est très important, c'est aussi que les différents membres du panel ne doivent pas se parler avant, parce que l'un des plus grands biais qu'on retrouve sur un recrutement... C'est l'échange qu'a fait. C'est l'échange qu'a fait. Comment tu l'as trouvé? Exactement. Et ça, si vous faites ça avant qu'il y ait un entretien, ça fausse totalement la perception. Et ensuite, on rajoute ce tiers. Et je trouve que globalement, du coup, ça permet de donner un vrai axe de diversité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur nos 20 000 collaborateurs en France, on est à quasi parité dans nos effectifs, 10 000 femmes, 10 000 hommes. Et ça, c'est vrai aussi au sein de notre comité de direction. Donc la diversité, c'est vraiment une valeur incorporée depuis longtemps chez Amazon. Merci Catherine Chilansky d'être venue nous parler d'Amazon Store. On l'aura compris, la partie marketplace, plus col blanc, plus ingénieur, plus marketing. Et vous êtes la DRH d'Amazon Store, France, Belgique et Luxembourg. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité.
Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de la qualité de vie au travail. Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes? Quand on les interroge, eh bien on va le voir, une légère différence, notamment sur le télétravail et la qualité de vie au travail. Élise Henriet, ravie de vous accueillir. Vous êtes manager Pôle People et Transformation chez Parella. Quelques mots, Parella, c'est l'accompagnement de quoi? De l'aménagement des bureaux et de la manière dont on va les aménager? Exactement, c'est l'accompagnement des utilisateurs des entreprises et de l'immobilier d'entreprise, donc dans la définition et la mise en place de la stratégie, la conception et la réalisation des travaux, mais également l'accompagnement sur la mise en place et l'adoption de nouveaux modes de travail. Un baromètre où on découvre là que les femmes seraient ou sont, je reste prudent, plus exigeantes que les hommes en matière de quoi? De QVT, de flex office, de télétravail, notamment sur le télétravail. On le devine d'ailleurs pourquoi? Peut-être pour organiser leur vie différemment? Exactement. Donc en fait, ce qu'on note nous dans l'étude, on a sorti ces chiffres-là pour voir pourquoi. Enfin, sur les femmes exactement, parce qu'on a signé l'année dernière, je le précise, la charte de la parité dans l'immobilier. Donc on s'est dit que c'était intéressant de voir ce focus, s'il y avait une tendance qui se dégageait. Globalement, on note qu'il n'y a pas de grande différence entre les réponses des femmes et des hommes, hormis, comme vous venez de le citer, sur la QVT, le télétravail ou la semaine de 4 jours, où là, elles seraient davantage enclins à y avoir recours, si possibilité. Et comme vous le dites, malheureusement, aujourd'hui, les études le montrent que ce sont encore les femmes qui ont en grande partie les obligations familiales à la maison. Sans compter des familles monoparentales où la garde de l'enfant est souvent, assez souvent en tout cas, à la charge de la maman. Oui, et je pense que ces enjeux-là sont indiqués. Hein. Le flex office, un mot, parce que indépendamment de cette différence entre les hommes et les femmes, lorsque ça avait été mis en place en sortie de Covid, certains avaient dit mais c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Est-ce que ça fonctionne ce flex office? C'est-à-dire le bureau neutre qu'on va prendre en le réservant sur une application? Ça marche. Dans notre étude et dans notre baromètre, on a 77% des répondants qui sont en flex office qui apprécient justement ce système-là. Le flex office, c'est le fait de ne pas avoir de bureau attitré. Après, rien n'empêche d'avoir un espace dédié à son équipe. Donc on retrouve quand même ses collègues. Effectivement, avec le télétravail, avoir son propre poste pour qu'il soit vide la moitié de la semaine ne peut forcément pas avoir un grand intérêt. Alors, on a évoqué l'importance chez les femmes du télétravail et de la semaine des 4 jours, c'est important, qui n'est évidemment pas généralisé. Puis il y a aussi un débat sur l'espace de travail, on va le voir dans cette animation réalisée par Nicolas Juchat. Voilà, 31% des femmes estiment que l'espace de travail influe sur l'envie de rester dans l'entreprise, donc c'est le rapport à l'engagement. Seulement 26% des hommes estiment que l'espace de travail influe sur l'envie de rester dans l'entreprise. Donc il y a quand même un écart de 5 points qui est assez significatif malgré tout, qu'il y a plus de goût, plus d'envie d'esthétisme. Comment vous l'expliquez? Comment vous le décryptez, ça? Alors, je pense qu'il faudrait faire appel à des spécialistes, des sociologues. Sociologues, des psychologues même. Les inviter, parce que moi, j'ai juste regardé des chiffres, en gros. Après, c'est important aussi, on peut le voir, vous l'avez vu juste avant dans la table ronde, que c'est important de féminiser les métiers, de faire en sorte qu'elles aient envie de rester dans les entreprises. Donc, résumons-nous, Parella, finalement, vous avez un regard sur les tendances, sur la manière dont vont évoluer les bureaux. Le télétravail, c'est institutionnalisé, pas de doute, autant chez les hommes que chez les femmes. Le flex office fonctionne, et il est remis en question ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments dont on disait ça va cartonner, où vous dites aujourd'hui, on n'est plus très certain de l'évolution de cela? Non, honnêtement, je n'ai pas d'éléments là qui me viennent en tête. Donc globalement, flex office, télétravail et aménagement d'un espace entre maison, bureau, c'est visiblement la norme. Oui, nous, ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est une diversité d'espaces pour répondre à tous les besoins, qu'ils soient déclarés ou non par les salariés. On a évoqué même des hôtels et des lieux où on pouvait dormir, ça se développe ou pas, ça? Des hôtels à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire globalement on aménage des salles pour dormir. Ça reste quand même occasionnel, ou alors ça va être des typologies d'entreprises spécifiques. Très start-up. Oui, start-up, ou qui ont les 3-8 pour faire fonctionner certains. Merci Élise Henriet, vous êtes venue nous éclairer sur cette étude, ce baromètre réalisé par Parella, et vous êtes la manager Pôle People et Transformation, qui n'êtes pas psychologue ni sociologue, il faut le préciser quand même, il faut être très précis. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission, merci à Alice Pitavi à la réalisation, merci à Thibaut à la réalisation son, et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu, et merci à vous évidemment. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.